Bonjour à toutes et à tous. J'ai intitulé ma présentation d'aujourd'hui Geneviève Rocher, contribution à la formation de chercheurs. C'est avec une immense joie que je m'adresse à mes collègues de l'équipe Escole, entre autres, et mon ami collègue Geneviève lui-même. J'aimerais beaucoup être présent à cette rencontre en hommage à Geneviève et pouvoir socialiser avec tout le monde, mais nous vivons une situation dramatique au Brésil en raison de la pandémie. Ravagé par un virus qui a interpellé nos scientifiques et centres de recherche les plus importants, nos gouvernements et gestionnaires, territoires et populations entières, contraints de trouver des stratégies pour réduire les dégâts d'une pandémie qui s'avère catastrophique, non seulement du point de vue sanitaire, mais aussi économique et social. Nous vivons un moment décisif dans l'histoire de l'humanité. Auparavant, je rends un hommage aux 587 000 victimes de Covid-19 au Brésil, dont environ 3 000 enfants. Les taux de mortalité dus au Covid au Brésil sont parmi les pires au monde, résultat des peu de tests, d'un manque de diagnostic approprié, d'un retard dans la vaccination, des conditions socio-économiques précaires de la population brésilienne, mais aussi en raison de la campagne pour ne pas respecter les mesures de recommandation de l'OMS. Ces éléments ont mené notre réseau hospitalier à l'effondrement dans le premier mois de cette année et en accord avec la nécropolitique promue par le gouvernement actuel avec un large soutien social. Nous vivions dans une pandémie qui atteint les personnes touchées par des comorbidités, mais surtout celles en vulnérabilité socio-économique. En 2018, l'UNICEF a produit un rapport sur la pauvreté des enfants au Brésil, dans lequel 40% des enfants âgés de 0 à 5 ans voient leurs droits bafoués. 25% sont privés de saignement de base, 15% n'ont même pas d'accès à l'eau potable. Ces drames ont de la couleur, 70 sont noirs et vivent dans une famille monoparentale sous la responsabilité de la mère. Il y a 18 millions d'enfants vivant dans des ménages avec des revenus insuffisants pour acheter un panier alimentaire. Même si le Brésil a l'une des législations les plus modernes, la violence contre les enfants, surtout dans les banlieues, révèle tout le mépris de la société brésilienne pour la vie. Aujourd'hui, au Brésil, chaque jour, 32 enfants sont tués. De 1996 à 2017, 191 milliards d'enfants ont été assassinés, pour la plupart des garçons noirs. Ces chiffres sont supérieurs à de la Syrie et de l'Irak à la même période, pays touchés par des conflits. En 2019, les indicateurs de l'IBGE, Institut brésilien, ont montré que 12 enfants brésiliens sur 5 vivent dans la pauvreté, avec la manque de nourriture, victimes d'abus, manque d'assainissement de base et sujets davantage de maladies. Avec la pandémie, les familles à faible revenu souffrent encore plus le chômage, 14%, et de l'informalité, 40%. La paupérisation et l'endettement des familles s'ajoutent à un scénario de forte inflation avec des prix en flèche du carburant et du panier alimentaire. Avec la crise sanitaire et le retour d'importantes inégalités sociales, l'éducation est marquée par des échecs scolaires malgré les efforts des enseignantes et des enfants. 1 million d'enfants d'âge scolaire n'étaient même pas scolarisés en 2019, pour la plupart pauvres, noirs, bruns et indígenas.
La pandémie a aggravé la situation en novembre 2020. Plus de 5 millions de personnes âgées de 6 à 17 ans ont déclaré ne pas avoir accès à l'éducation au Brésil. Plus de 50% des réseaux d'éducation municipaux ont signalé de grandes difficultés d'accès à Internet. À la fin de 2020, il y avait 5 millions d'enfants non scolarisés ou incapables d'étudier à la maison. Les raisons de protection sociale de l'enfant, qui a toujours été précaire au Brésil, s'est effiloché. Malgré la crise, les indices des marchés financiers restent bons. La bourse de São Paulo s'est agrandie et la balance commerciale brésilienne s'est améliorée. Les grandes banques continuent de profiter pendant la pandémie, 18,6 milliards sur les périodes, 35% de plus qu'en 2020. Le manque de prise en charge des enfants, en particulier des pauvres, est un symptôme d'une négligence généralisée de tout ce qui est mis en marge du marché et de ses logiques intérêts. Cette situation apporte des éléments nouveaux, différents de la situation que j'ai vécue lors de ma formation doctorale 2006-2012 à l'Université Paris 8. Cependant, la recherche scientifique et la sociologie de l'éducation prennent une importance encore plus grande dans le contexte actuel de déni de la science, notamment celle qui fait ressortir les inégalités sociales et scolaires dramatiquement vécues par les familles du milieu populaire. Les contributions d'intellectuels comme Jean-Yves Rocher sont, dans ce contexte, essentielles. L'apprentissage de la recherche empirique en sociologie de l'éducation est une composante fondamentale de la formation des chercheurs, comme celle réalisée par Bourdieu et les collègues. Cependant, notre point de départ pour comprendre le sens de l'expérience scolaire est l'étude déclarative ou bilan de savoir, afin d'identifier et de localiser les sujets ou situations les plus évidents ou représentatifs des catégories qui ont émergé avec l'étude de terrain, ce qui évoque la notion de rapport au savoir. Les outils, comme les questionnaires ou les bilans, effectuent le croisement des données anthropologiques identitaires, sexe, âge, adresse, statut socio-économique, profession, éducation des parents, ainsi que d'autres liés au sujet de ma recherche comme une vue panoramique, étant donné qu'elle nous a permis d'avancer dans l'étude détaillée, clinique, des situations et des processus en milieu scolaire, ce qui nous renvoie à l'étude de l'activité de l'enfant. La recherche mixte à la fois qualitative et quantitative, quali-quanti, révèle la maturité dans la recherche dans ce domaine. L'observation des classes nous a permis de vérifier et comprendre ce qui mobilise les enfants à l'école, mais aussi comment l'activité de l'enfant se déroule en mouvement dans les rapports aux espaces et temps scolaires, aux matériaux et tâches, aux autres collègues et enseignants. Les aspects relationnels de chaque processus, plus précisément la manière dont les rapports savoir et aux pratiques corporelles se construisent à l'école, met en évidence les choix des élèves. L'entretien nous a permis de mieux comprendre comment les enfants élaborent ces épisodes et leurs choix. C'est ce qu'ils disent de ce qu'ils ont vécu en classe, mais aussi la maison et dans la rue, des situations et des épisodes où et comment ces rapports se sont produits. C'est ce qui nous a permis, à travers les déclaratifs des élèves, de formuler des portraits des enfants, une synthèse de l'expérience observée et racontée par les enfants. L'essence de l'activité est construit dans les rapports entre subjectivité et objectivité, pouvant être raconté par les enfants, mais vécu concrètement dans ces rapports sociaux. Jean-Yves propose
une étude rigoureuse avec une compréhension théorique qui nous permet d'avancer dans la recherche, en produisant de nouvelles catégories d'analyse et en reformulant les notions et les concepts. Cela signifie qu'ils ne sont pas a priori, comme là en littérature, en journalisme, ce qui anticipe ce qui peut être révélé par la réalité sociale. La recherche ne se fait pas pour prouver quelque chose de déjà connu ou comme une idée que l'on veut transmettre, comme il arrive souvent. La recherche scientifique garantit la souveraineté du sujet d'étude, qu'il peut nous dire par elle-même. Ainsi, la recherche permet d'apprendre la réalité sociale complexe, contradictoire, relationnelle, un mouvement permanent comme condition de possibilité de sa transformation, d'une innovation pédagogique qui cherche à multiplier les réussites et à réduire les situations de difficulté scolaire. À travers les études, nous cherchons à arriver à des synthèses et des totalisations, non pas une totalité, issues de dialectiques théoriques et des pratiques d'investigation, qui expliquent même provisoirement les aspects sociologiques et pédagogiques de notre époque, territoire lié. Ici, la dialectique de Genève se rapproche à celle de Vieira Pinto, dans Science et Existence, 1985, philosophe brésilien pratiquement tombé dans l'oubli au cause du coup d'État militaire de 1964, mais aussi une bonne partie de l'intellectualité du mouvement de gauche après la dictature du Brésil. Le centre de sa théorie de la connaissance est la dialectique comprise comme expression de la manière d'être de la réalité et reflète de cette manière d'être dans les champs des idées. Je cite Vieira Pinto, entre guillemets, ce caractère totalisant permet de comprendre la science comme la phase la plus développée du processus historique et social de la connaissance, fondée sur deux postulats. La reconnaissance de l'homme comme être actif dans le monde, doté de conscience et d'intentionnalité, théologie, téléologie, et la considération du monde réel comme objet capturable par réflexion. La réalité est la matrice fondamentale d'où dérivent d'autres phénomènes, et la connaissance, gnoséologie, et la méthode ne la suppose pas, mais en dérive. Dans ce contexte, la science se caractérise par l'activité méthodique de la raison visant à enquêter sur la réalité. Et la méthode est vue comme une voie dynamique dotée d'historicité intentionnelle et autoréflexive, donc critique, ne se configurant pas dans une organisation intellectuelle a prioriste. Montre une relation indissociable entre dialectique et ontologie, ainsi qu'un accent décisif sur l'articulation entre les catégories d'universalité et de particularité. Fin de la citation. Une activité académique intense, parfois tendue, ainsi que mon intégration promue par l'école, notamment par Genève, ont alimenté ma formation et activé mon projet, mon désir d'être enseignante-chercheur. Dans ce climat d'autorité et de réciprocité dans la formation, elles me servent aujourd'hui de modèle à remplir de l'intérieur à la recherche de son dépassement permanent. Cette expérience unique et sociale dans l'Académie française me maintient mobilisé dans ces projets, donnant du sens au savoir-faire de la recherche et l'enseignement. J'ai appris avec Genève à me débarrasser des représentations pour devenir un chercheur intéressé aux problèmes sociaux dans le domaine des sciences de l'éducation. Je me propose de partager quelques expériences de formation doctorale sous la direction de celui qui a dirigé l'équipe de spécialistes hautement qualifiés à l'école, mais aussi mes souvenirs d'orientation.
J'ai mis en évidence des aspects de cette expérience qui a eu lieu à partir de ma singularité. Un Brésilien d'origine populaire, imprégné de luttes sociales et contaminé par l'engagement politique et social. Ayant une immense difficulté dans l'apprentissage d'une langue étrangère, surtout le français, et de nombreuses lacunes dans sa formation de base. La formation doctorale en France sous la direction de Genève et mon propre mouvement, qui est d'une formation comme chercheur dans un domaine qui n'était pas exactement le mien, l'éducation physique, s'avéraient ardus et plein d'angoisse, de souffrance, de dépassement, de joie et d'accomplissement. Ce sont des souvenirs qui m'ont profondément marqué et que je garde précieusement dans ma boîte des outils, une boîte à outils. Ces moments partagés ont fait de moi un chercheur qui a appris à prendre de la distance par rapport à ce sujet d'étude, à développer ses recherches et à former des jeunes chercheurs avec ce même souci d'aller au concret, reliant dialectiquement la théorie et la pratique, cherchant à jeter une lumière sur ces sujets d'étude dans leurs détails, sans pourtant oublier les contextes plus larges, sociologiques et anthropologiques. C'est avec beaucoup de tendresse que je me souviens de mon premier rendez-vous avec Genève, de son regard profond et sincère, de ses conseils et arguments, de ses suggestions de lecture, des chercheurs d'autres universités avec lesquels il a pu me mettre en contact, toujours présent, attentif et engagé à chaque étape de ma formation. De ces moments uniques, intenses, qui a été ma soutenance de thèse, et de tout ce qui a eu lieu depuis cette occasion. Genève est pour moi une source d'inspiration inépuisable pour continuer mes études et mes recherches et pour former les nouvelles générations à prendre les relais avec courage de relever les défis des temps terribles. Nous avons encore l'espoir comme conception d'avenir. Merci.